Alors on va continuer. Moi j'aimerais bien, Lionel, qu'on t'entende, toi, si tu veux bien, là maintenant, je dirais que sur justement sur la longueur, c'est-à-dire que sur le temps, comment tu as vu évoluer les choses, toi t'occupant essentiellement, donc peut-être on peut le redire, au sein de SNCF. D'abord tu es ergonome de formation, et au sein de SNCF tu as occupé beaucoup de l'intégration, ça, pour la maintenance. Comment tu vois, je dirais, le tout, c'est-à-dire à la fois les utilisateurs, mais aussi la structure sur qui est une grosse maison, hein, si je peux me permettre, sur l'intégration de ces questions-là. En fait, c'est un croisement de plusieurs évolutions. Il y a l'évolution des produits. On est passé des produits fabriqués dans des garages qui sont faits, peu importe. Les résultats sont mitigés. Globalement, ça fonctionne pas si mal que ça, mais ça pose beaucoup de questions et beaucoup de problèmes. Donc, c'est des produits qui restent pas sur le marché. Et on a passé par des produits après développés par des ingénieurs. Généralement, c'est bien réalisé, mais l'humain, c'est pas leur truc, donc il y a des manques. Après, on est passé avec des produits fabriqués toujours par des ingénieurs, mais ils ont eu l'intelligence de faire appel à des ergots et des biomécas, et qui fait qu'on a des produits qui sont quand même bien, mais qui sont spécifiés pour une fonction, pour un utilisateur, pour un métier, une tâche, peu importe. Et puis maintenant, on commence à voir arriver des produits où là, effectivement, Japé ils sont démarrés par ça, centrés sur l'humain. Moi, c'est mon message depuis 3-4 ans. Je développe dans ma thèse une méthode de conception centrée sur l'humain où je me fiche complètement. Je t'arrête 30 secondes, ça fait un peu plus que 3-4 ans, comme le temps passe. Oui, c'est vrai que ça fait presque plus de 10 ans maintenant. Et en fait, pour moi, c'est hyper important d'arriver à s'occuper que de l'humain. En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'assister une articulation. Parce que si j'arrive à assister l'articulation, quand je l'utilise pas, je suis pas assisté. Par contre, peu importe le travail que je vais faire, je vais être assisté. C'est le credo de l'exo corps complet que je développe en partie dans ma thèse, où en fait je travaille articulation par articulation, et maintenant je suis au service médicaux, donc avec les médecins du travail. Mon objectif, c'est de pouvoir permettre aux médecins du travail qui me disent « j'ai un agent qui a un problème de poignet, qu'est-ce que tu me proposes ? Problème d'épaule, qu'est-ce que tu me proposes ?» Et pas avoir forcément un exo complet, sauf si sur le marché on trouve une référence, mais de fabriquer sur mesure par rapport à une problématique, par rapport à mes briques techno. Et ça, c'est un peu l'objet de ce que je veux faire. Et pour finir, les établissements chez nous à SNCF ont énormément progressé. Avant, ils achetaient des exos, ils me disaient ça marche pas, c'est pas terrible et j'en veux pas. Maintenant, les établissements, ils ont fait des études de poste, ils ont analysé les contraintes, etc. J'ai validé 70 exosquelettes au contrat cadre à la SNCF, avec plusieurs de la même catégorie d'assistance, qui permet de choisir par rapport à ça. Et donc, il y a des vraies démarches qui se mettent en œuvre dans les établissements. C'est très très long. Nous, on a une inertie à la SNCF qui est monstrueuse. Dans les exos, c'est encore pire. Mais on progresse encore et encore. Et on voit bien. Alors là, ce qui est tout à fait frappant dans ce que tu dis, alors notre Frédéric, il y a le Frédéric 1er et le Frédéric 2, ou alors on les prend dans les deux sens, hein, ça dépend, ça peut être autre. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est l'arrivée, je vais vous dire, des médecins du travail dans le système. Et ça, c'est précieux, on est content. Il n'y a pas que dans la vie, mais c'est bien que les choses puissent être travaillées de concert et être, j'allais dire, une forme de double analyse, non seulement une double prescription médicale devant laquelle on a beaucoup de révérence, mais aussi une analyse des choses. Alors, et puis alors on a un troisième facteur d'analyse, donc la chaise t'attend là-bas avec un non, c'est bon, avec un voilà. Frédéric Tellier, donc ingénierie de la santé et de tout un tas de choses, et donc tu formes des étudiants là-dessus. Comment toi, je dirais à la fois la problématique exosquelette et puis cette question-là, comment ça se présente là maintenant et avec tes étudiants, parce qu'on voyait bien avec Frédéric Keller, c'est que vous avez l'intérêt de travailler à la fois en opérationnel, en enseignement et en recherche. Bonjour à toutes et à tous, oui, ça fonctionne. Merci Anne-Marie, une nouvelle fois pour ce colloque. Donc nous, ce qu'on a vu en fait, moi je forme des étudiants en gros qui sont des étudiants en master en ingénierie de la rééducation ou des ergonomes pour la prévention des risques en entreprise. Depuis 10 ans maintenant, ce qu'on voit arriver au travers du travail qui est demandé par les entreprises, c'est comment on intègre les exosquelettes dans les situations de travail. Et puis maintenant, depuis 3-4 ans, les demandes qui arrivent sur des fonctions du care, et particulièrement, là, depuis 2-3 ans, on travaille avec les endoscopistes. Et les endoscopistes ont une vraie problématique, c'est qu'il y a une évolution de l'endoscopie où avant, ils faisaient que du
diagnostic. Et donc, globalement, ils utilisaient un endoscope pour voix basse ou voix haute et ils regardaient simplement. Et puis, les procédures duraient relativement peu. C'était 10 à 15 minutes. Et maintenant, les endoscopistes, un truc tout bête, font de l'endoscopie, ils font des dissections sous muqueuse. C'est-à-dire que c'est une chirurgie mini-invasive. Et là, ça dure beaucoup plus longtemps. Et maintenant, les volumes augmentent de façon considérable. Et les chirurgiens endoscopistes ou les chirurgiens digestifs de façon générale, et on parlera juste après des dentistes également, on voit qu'il y a une prise de conscience parce que 70 à 80% d'entre eux commencent à avoir des douleurs importantes et qui vont les limiter fonctionnellement dans leur activité. Et pour les plus anciens, les plus vieux, c'est un peu compliqué d'aller sur l'ergonomie, la prévention des troubles musculo-squelettiques et les exosquelettes. Par contre, les jeunes qui sont entre 30 et 40 ans, qui ont une expérience, qui ont dû acquérir une formation experte et qui commencent à avoir douleur, qui se disent mais attends, moi j'ai mis 15 ans à apprendre cette gestuelle-là, et si je peux plus travailler, ça veut dire que globalement il y a une valeur ajoutée qui est perdue, et qui est perdue pour tout le monde, le soin, la santé, le système économique, et on a formé. Et ce que je vois apparaître là depuis 2-3 ans sur Amiens, c'est qu'on a non seulement les endoscopistes, on a les chirurgiens digestifs qui commencent à être intéressés, et également la fac. Typiquement, il y a de ça 3 mois, la doyenne de l'UFR dentaire qui vient d'être créée sur Amiens depuis 2 ans est venue me voir, alors que ça, ce serait jamais arrivé avant. Et en fait, elle est venue me voir en disant, voilà, moi j'aimerais bien travailler avec toi sur la problématique des troubles musculo-squelettiques. Elle n'est pas venue pour travailler avec nous sur les exosquelettes, mais au final, il y a une littérature scientifique qui est extrêmement importante dans ces fonctions-là, parce qu'à un moment donné, il bloque. Et dernier élément juste sur ça également, c'est qu'on voit que les publications scientifiques sur les exosquelettes, avant c'était dans des revues d'ergonomie, d'hygiène et sécurité, voire de médecine du travail. Et la littérature scientifique, par exemple chez les endoscopistes, c'est dans des revues de gastro-entérologie de très très hauts facteurs. En neurochirurgie, c'est pareil. En neuro-interventionnel, c'est pareil. C'est-à-dire que les experts du domaine, les chirurgiens dentistes, les digestifs, ça, intègrent même dans leurs recherches maintenant. Ils s'intéressent pas simplement aux problématiques d'endoscopie, mais à leurs propres conditions de travail. Et ce qui est relativement récent. C'est récent, mais c'est très très symptomatique. C'est que effectivement, on a une diffusion et une poussée en avant très large qui est liée à l'intégration technologique profonde. D'ailleurs, les endoscopies, on dirait que quoi le rapport avec les exosquelettes, mais en fait total. Effectivement, dans ce type de milieu, on l'a autrement. Alors, idem comme toujours avec la montée en âge. Moi, j'avais adoré, si je peux me permettre, Anaïs, celui que vous citiez, qui était votre maréchal Ferrand, et là, je dirais, c'est aussi les conditions d'exercice qui ont complètement changé. Il est tout seul, alors qu'avant il y avait 2 aides et autres, et 50 balais. Comment je fais pour continuer en gros, parce que je suis cassé. Voilà. Alors, on est en train d'arriver sur le final. Peut-être une question, remarque dans la salle qui voudrait, parce qu'après je vais leur demander à chacun conclusion. Oui, non, non. Alors voilà. Alors, vous voyez à quel point on n'est plus en raisonnement produit, on est en raisonnement service. Et on est dans raisonnement quasiment fonctionnement total. Alors, je vais peut-être vous demander, si vous voulez bien, à chacun, une phrase, 10 mots, pas plus. Alors, vous savez que normalement, la phrase parfaite, c'est 14 mots. Donc, vous avez droit à 14 mots. Nicolas, tu as droit à 14 mots. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, je vais simplement rebondir sur les propos de Frédéric. Et puis encore indiquer que récemment... Ça fait plus que 14. Ouais, mais c'est assez intéressant. Ce que je pense, c'est que j'ai fait une analyse ergonomique des places de travail dans une chaîne de montage. Et je pensais que c'était pour trouver des solutions. Et en fait, ça l'était aussi. Mais c'était d'abord pour trouver des solutions pour une nouvelle ligne de production. Et donc, ils ont pris l'ergonomie comme donnée entrante du programme. Ça m'a plu, voilà. Il y a 28 important, mots, ça c'est, on ouvre sur un autre truc qui sera un autre de nos sujets, les data, les données. Frédéric, de ton côté, 3 mots. Je termine mon histoire de l'agent qui ne voulait pas d'exosquelette passif. Et la dernière fois que je l'ai vu, il est venu avec un dossier pour un exosquelette électrique. On les a essayés, il est équipé. Maintenant, on va le suivre pour voir ce qui va se passer. On a suivi sa demande, on a répondu à son besoin, voilà. À quel point l'adaptation, c'est une question de dialogue et d'écoute mutuelle. Ouais, Anaïs et puis Clémence, allez. Clémence, un mot. Bon.
Pour conclure, je sais pas trop quoi dire. Juste moi, par rapport à mon expérience personnelle, j'aurais plus envie de dire à ceux qui se posent la question de l'intégrer dans leur activité, de juste complètement oublier les a priori qu'ils peuvent avoir et de se laisser porter et de tenter. Ah, ouais. Encore une fois, réalisme, oublier les a priori. Anaïs ? Dans le cas où on sait que la sinistralité elle est importante, juste se rappeler que prendre soin de soi, c'est aussi prendre mieux soin des autres. Prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Merci. Ouais. Kevin. Moi, je conclurais plutôt sur le côté n'oubliez pas qu'on est des humains. Il faut accompagner le côté autre que le côté physique et les mouvements qu'on va aider. C'est l'humain aussi, ses envies, ses besoins, ses changements. Et ça, il faut pas l'oublier dans l'accompagnement de la prévention, exosquelette ou pas. Ouais, merci. Et je conclurai en conseillant de construire une démarche globale autour de la prévention des risques et de l'intégration des exosquelettes pour que ce soit pas qu'un outil mais une solution globale et où finalement le dispositif s'intègre dans une solution, dans un dispositif plus qu'un outil unique. Pensez global avant de choisir la solution. Ouais. Moi, juste 2 petits messages. Le premier, c'est centré sur l'humain. C'est l'humain avant tout, c'est hyper important. Ça, c'était pour la partie exosquelette. Et le dernier message que je voulais passer, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là-bas, qu'il faut pas qu'on oublie Benoît, parce que Benoît est en retraite dans une semaine, je crois. Et Benoît fait partie du premier UX Forum ici. Voilà, c'est pour lui donner un petit peu la balle, parce que il était au début de l'histoire. Et voilà, il part en retraite. Il nous lâche. Eh ben, écoutez, alors voilà, merci. Je vous demande alors d'applaudir Benoît et puis de tous les applaudir. Un grand merci. Effectivement, Benoît était la première conversation exosquelette que j'ai eue, c'était avec toi, et longue, et il était sympa parce que moi je savais rien, et c'était génial. Donc merci à vous tous. Et donc la semaine prochaine, vous avez tous badgé. On vous envoie un petit message avec le replay, avec le lien pour le replay, et puis on vous souhaite plein de choses et intégrer tout ça. Merci d'avoir été là. À bientôt.